Bonjour tout le monde, je suis très heureux de voir une salle aussi bien remplie. Ça fait toujours plaisir et le combat continue. Donc je vous rappelle l'intitulé qui m'a été soumis, qui nous a été soumis à tous il y a quelques jours sur le site de ER. Donc les deux conférenciers aborderont notamment la notion d'opposition contrôlée, sa logique, ses tactiques et la notion imaginaire de diversité politique. Bon, je ne reviens pas sur ce qui s'est passé avant cette semaine, mais bon, voilà. Donc, tout système de gouvernance a tendance à éliminer les opposants ou à les combattre. L'histoire de l'humanité le démontre. Donc, en fait, c'est un processus classique de domination, quel que soit le système, monarchie, république, dictature, romain, grec, etc. Tout système a tendance à se maintenir et donc à éliminer ses contradicteurs, ceux qui veulent s'en débarrasser. Cependant, depuis 2-3 siècles, il y a eu une évolution. Avant l'état de droit, le système ne se gênait pas pour se débarrasser de ses opposants d'une façon un peu brutale. Mais avec l'évolution démocratique et de l'état de droit, on a été amené à considérer l'opposition d'une autre manière. C'est-à-dire qu'il ne fallait pas s'en débarrasser. Seulement, ils ont été, disons, on a développé une plus grande subtilité pour contenir et manipuler l'opposition, c'est-à-dire la rendre, lui enlever toute force, toute nuisance qui pourrait faire basculer le système. C'est-à-dire établir une opposition qui s'insère dans le système, comme dans tous les pays démocratiques, enfin, si vous voulez je mette les guillemets, disons de représentation parlementaire ou de représentation démocratique, c'est-à-dire on a des représentants. Il y a toujours, enfin en tout cas on a remarqué que depuis 150 ans, etc., depuis qu'il y a des élections, il y a deux partis, en général, bon, il y a gauche et droite si on veut, et qui défendent les mêmes valeurs et le même système. Donc en fait on donne l'illusion au peuple, aux gens, qu'ils ont une chance de changer quelque chose. Mais en fait, c'est un jeu à somme nulle, comme on dit, c'est-à-dire qu'on finit toujours par retomber sur le même système. Donc, le corollaire, c'est d'admettre, de donner une légitimité à ceux qui fonctionnent au sein de ce système, et en diabolisant, en établissant des règles électorales restrictives, en actionnant des leviers habituels au sein du système. C'est-à-dire, on va utiliser toutes les ressources du système pour éliminer tous ceux qui pourraient remettre en question la valeur absolue, l'hégémonie de tout système. Quand je dis tout système, c'est-à-dire, il faut comprendre que tout système revient au même, c'est-à-dire il y a une classe dirigeante qui a établi une façon d'être, qui a des privilèges, qui a une idéologie. Donc, quelle que soit l'idéologie qui est en cause, ce principe est valable à peu près pour tout système de gouvernement. Et donc, il faut... on intègre le maximum de gens en leur donnant une variété assez vaste. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'exemple en France, je vise tous ceux qui participent au système électoral qui légitime le système. C'est-à-dire que ça peut aller de Besancenot jusqu'à Marine Le Pen, et s'il y a quelqu'un à droite de Marine Le Pen, je ne sais pas. Et donc, en fait, si, parfois, il y a des monarchistes qui se présentent, enfin, si on peut les considérer comme à l'extrême, à droite, enfin, bon, en tout cas, ça n'a... Donc, en fait, c'est tout ce système qui se met en branle et qui est légitimé, c'est-à-dire qui est légitimé dans le sens où ils reçoivent des subventions. Par exemple, le parti de Besancenot reçoit presque 1 million d'euros par an.
il est évident que si Besancenot lui permet de venir à la télévision chaque semaine et de faire son petit baratin, c'est que ça ne gêne pas du tout le système. Le système ne va pas inviter Étienne Chouard, par exemple, qui, s'il vient à la télévision, il va démontrer que c'est une comédie qui a assez duré. Et donc ça risque de réveiller l'esprit critique des gens. Donc en fait, on essaye de donner, d'élargir au maximum par des aides, parce que finalement, il y a des postes à prendre, il y a des aides, et tout parti peut se faire un petit fonds de commerce, une cagnotte qui permet d'entretenir sa petite affaire familiale. Le rôle d'une opposition, disons, contrôlée ou soumise, ou qui accepte ou qui joue le jeu, c'est d'éviter que ces gens qui ont un esprit critique, par exemple, mettons un jeune qui se dit « je suis contre le système capitaliste ». Bon, alors on lui dit « ah ben tiens, tu as Besancenot qui critique la banque, etc. » Et ce type-là, il est perdu pour Égalité et Réconciliation, il est perdu pour certaines associations ou certains groupements qui ont une critique radicale du système. C'est-à-dire que, enfin, bon, je reprends autrement. Le fait de donner l'illusion à des gens qui participent à une critique du système, par exemple en lisant Libération ou Marianne, ou Le Monde diplomatique, ou en votant pour l'extrême gauche ou l'extrême droite, cette personne-là, on l'empêche d'aller vers une critique plus radicale, c'est-à-dire qui sort du système. C'est-à-dire une critique qui veut dire ce système-là, il ne marche pas. Il faut trouver d'autres méthodes pour contrecarrer le système. Et donc en fait, c'est ça le rôle de ces fausses oppositions, enfin de ces fausses. Elles sont vraies, mais il faut comprendre que ces oppositions sont là pour ramener le maximum de contestataires vers le système, à rejoindre, à accepter le système. C'est-à-dire le mec, quand il va mettre un bulletin de vote Besancenot au Front National, il a l'impression de contester le système alors qu'il n'a rien contesté. Et il y a, par exemple, alors quels sont les procédés par lesquels le système, qu'est-ce que le système utilise pour ramener ces gens dans, dans le cadre du système, dans le cadre normal, à l'acceptation, à ne pas rejeter. C'est par exemple le système électoral. Alors, il y a la cagnotte des petits partis. Tout petit parti qui réunit un certain nombre de voix, on lui donne une cagnotte. Si personne ne peut se présenter à l'élection présidentielle s'il n'a 500 voix, 500 signatures, donc en principe, vous savez, quand Besancenot, par exemple, il lui manque 20 voix ou 50, le Parti Socialiste lui trouve 50 voix, parce qu'il faut qu'il se présente. Alors que s'il y a quelqu'un qui n'est pas en odeur de sainteté, ben, il ne trouvera jamais les 500 signatures. En fait, tout est fait pour bloquer toute critique radicale et maintenir les gens dans le cadre du système. Les associations, ça aussi, c'est un élément très important. Vous savez, par exemple, en France, il y a à peu près 2 millions de salariés qui relèvent des associations. Bon. Toute association est financée par la commune, le département, la région, l'État. Pour vous donner une idée, SOS Racisme reçoit pratiquement 1,5 million d'euros par an pour 300 adhérents. Bon, à ce rythme-là, ER devrait recevoir 1 ou 2 millions, parce qu'avec 7000 adhérents et puis tout ce qu'il fait lire. Mais bon. Et donc, vous voulez créer une association. Bon, bien sûr, il y a une association des handicapés, on ne va pas leur demander de respecter, mais il y a beaucoup de théâtres, par exemple,
ou de cinéma d'art et d'essai qui sont constitués sous forme d'associations. Bien, ils reçoivent, mettons, 30 000 euros par an. Je l'ai expérimenté à mes dépens quand il y a eu le film, le documentaire L'oligarchie et le sionisme. On a essayé de trouver un cinéma à Paris pour le diffuser. Bon, au début, les gens disaient « Ah, l'oligarchie et le sionisme, ouais, c'est intéressant, etc. » Le documentaire de Béatrice Pignette, et puis une fois qu'ils regardent, ils disent « Non, finalement, on ne peut pas, etc. » Pourtant, ce sont des cinémas qui font des conférences, enfin, font des projections avec débat sur la pollution, sur la banque, tout ce que vous voulez. Mais il ne faut pas parler du sionisme, ni des... Enfin, bon, voilà, il ne faut pas soulever les questions qui fâchent. Et donc, ça, on le sait. Hier à Paris, à l'issue, je veux juste une anecdote, j'ai rencontré un pianiste qui s'appelle Stéphane... enfin bon, il a fait un film avec Blanc-Rue sur la franc-maçonnerie. Bon, c'est un pianiste qui devait faire un projet avec Daniel Prévost. Vous savez que Daniel Prévost a pris des positions, disons, pas très, comment dire, pas très catholiques, enfin, sur Dieudonné et sur Israël. Bon. Et il se trouve qu'ils étaient dans une émission, il me l'a raconté hier soir, ils étaient dans une émission de télévision et on leur a demandé de donner, et les deux ont dit, bon, finalement, bon, ils n'ont pas repris le discours habituel. Le lendemain, ils avaient un rendez-vous avec le directeur de production qui s'appelait Lévy, par hasard, enfin bon, c'est pas... mais c'est juste un hasard, non mais c'est la vérité, et qui leur a dit, devait faire un film qui reprenait quelque chose sur Éric Satie. Bon. Et puis le gars leur a dit, oui, enfin bon, non, le film ne va pas se faire. Donc voilà comment fonctionne le système. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous sortez des sentiers battus, il y a suffisamment de garde-fous. C'est-à-dire les producteurs, etc., qui mettent le haut là. Bon, ce sont des choses qu'on ne sait pas parce qu'aucun journal ne va pas vous le dire. Et je vais vous donner un autre exemple. Vous remarquerez, je ne sais pas si vous connaissez ou si vous avez lu Le Monde diplomatique. Bon, Le Monde diplomatique, c'est un journal très très bien fait, mais qui traite uniquement des questions internationales. Bon. Mais toujours des positions très, très à l'avant-garde, en flèche, etc. Il soutenait Chavez, il soutenait Cuba, il est contre l'impérialisme, etc. Bon. Sauf que ce journal, bon, il reçoit 800 000 euros par an. Et donc, un jour, on lui a dit, j'imagine, parce qu'un jour, quelqu'un m'a dit, tu sais, va voir Le Monde diplomatique de ce mois-ci, un article sur Soral. Genre, tu vas découvrir ce qu'il est réellement. Et donc, j'ouvre Le Monde diplomatique. C'est un journal qui est très grand. Enfin, je veux dire, ce sont des feuilles immenses. C'est un ancien modèle, un peu comme l'Équipe. Donc, sur 2 pages, c'est énorme, c'est colossal, 2 pages du Monde diplomatique. La journaliste a fait un excellent travail. C'est-à-dire, elle a repris 30 ou 40 citations de vidéos, etc., de textes, et puis elle a agencé ça de façon formidable. Et là, l'antisémitisme de Soral était patent. Enfin, je veux dire, une fois qu'on a lu ça, on se dit non, c'est pas possible. Donc voilà le travail qui est fait, cette toile d'araignée qui est tissée dans la société. Donc les associations, si vous faites par exemple, si vous avez un théâtre et vous recevez tant d'argent, ben, vous n'allez pas quand même faire une pièce qui n'est pas en odeur de sainteté du système. Les aides à la presse. Bon, vous savez que la France est pratiquement le pays qui dépense le plus d'argent pour aider la presse. 25% du budget de la presse, ce sont des aides. Bon, évidemment, par exemple, l'Humanité reçoit 9 à 10 millions par an. Et il y a quelques mois, on lui a effacé une dette des trucs sociaux, les caisses sociales, de 4 millions. Bon. Mais il faut comprendre que le printemps des Sayanim, il a été censuré par l'Humanité. Moi, j'ai rencontré une journaliste de l'Humanité à la sortie du livre, parce qu'elle fait partie de l'Union des Juifs pour la paix. Et quand je lui ai montré la 4e de couverture, elle m'a dit ah, c'est très intéressant, etc. Et donc, je lui ai fait envoyer le livre, et je ne l'ai plus entendu parler. Pourquoi ? Parce que l'Humanité a compris que c'est un livre ça sent le soufre. C'est-à-dire,
il fait penser à une espèce de le protocole des sages de Sion, c'est-à-dire un complot, puisque ce sont des dizaines de milliers de juifs sionistes qui travaillent pour le Mossad, donc ça fait référence à une espèce de complot, et donc il ne fallait pas toucher à ça. Par exemple, l'association France-Palestine Solidarité, de la même façon, qui reçoit 400 000 euros, je crois, par an. Donc voilà comment le système achète la majorité des gens et la majorité des associations. Vous avez par exemple Patrick Cohen qui dit carrément il faut une liste noire. Vous avez Michel Onfray en ce moment, enfin je ne sais pas si vous suivez, il subit des pressions énormes pour qu'il ne bascule pas dans la dissidence réelle, c'est-à-dire qu'il reste vraiment dans la limite, en deçà de la ligne rouge. Il reçoit énormément de critiques et de menaces dans des journaux comme Libération, Marianne. On lui dit attention, Michel Onfray, là, vous allez presque rejoindre le souverainisme de Le Pen, etc. Et donc, il y a aussi une référence intéressante. Vous savez, on dit souvent que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Donc, évidemment, alors, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, elle est écrite par les vainqueurs, l'histoire du sionisme, elle est écrite par les vainqueurs, etc. Mais sur le plan intérieur, nous avons le même phénomène. C'est-à-dire que, bon, il s'est passé quelque chose il y a 2 semaines à Paris, et tout le monde a entendu la barbarie. Bon, la barbarie. Évidemment, aujourd'hui, vous posez la question à n'importe qui en France, enfin, à 90% des gens, vous leur dites la barbarie, ah oui, c'est l'islamisme. Évidemment. Mais 500 000 enfants irakiens tués à cause de l'embargo sur les médicaments, ça, c'est pas de la... On n'a jamais utilisé le mot barbarie. Donc, en fait, on a des mots, on a des notions, on a, par exemple, les valeurs de la République. Les valeurs de la République, je suis désolé de le dire, mais... Enfin, bon, pour ne pas utiliser un terme vulgaire, c'est de la rigolade. Enfin, je veux dire, vous savez, on nous martèle tellement avec les mots liberté, égalité, fraternité, mais ça ne veut rien dire. Enfin, je veux dire, ce sont des notions complètement vides. Mais il faut les marteler jusqu'à ce que ça rentre dans l'esprit des gens. Donc en fait, le système, c'est lui qui dispose de cette action pour celui qui dispose des médias, des structures, etc., pour imposer la manière de penser, c'est-à-dire la barbarie, les valeurs de la République, la haine, c'est un mot très, très à la mode. Et aussi, une autre facette du système, c'est qu'il a besoin de boucs émissaires. Il a besoin d'un diable. Dans la religion, on a l'ange et le diable. Donc en fait, aujourd'hui, il faut qu'il y ait un diable. Et le diable, les 2 données sont carrément... Enfin, s'ils n'existaient pas, il aurait fallu les inventer parce qu'ils sont extraordinaires. Et donc, en fait, c'est bien d'avoir des repoussoirs. Voilà, c'est-à-dire, voilà, il suffit de jeter un nom en pâture. Moi, je fais l'expérience, enfin, dans mon entourage. Je veux dire, pourtant, je connais des gens qui, je pense, sont intelligents et lucides, cultivés, etc. Et il suffit de dire Soral ou de donner, alors que ce sont des gens qui n'ont jamais regardé une vidéo. C'est dire à quel point le système sait marteler ces notions-là. Et je voulais finir, peut-être que dans la discussion, je reviendrai là-dessus, mais parce que c'est la notion d'opposition contrôlée. Et je voulais parler du sionisme qui a réussi aussi un coup de maître dans ce domaine. C'est qu'il ne se présente pas comme un bloc unifié, monolithique, mais il couvre une large palette de gens. Par exemple, il y a des gens qui disent « Ah, Netanyahou, il est pas bien, il est vraiment réactionnaire. » Par contre, les travaillistes, c'est formidable. Sauf qu'ils ne se rendent pas compte qu'en fait, c'est le même système. Le système sioniste, c'est le même système pratiquement à 95%, c'est le même. C'est la domination sioniste sur les Palestiniens. Mais il réussit, avec la complicité de journaux comme Libération, Marianne, etc. Si ça vous intéresse, je peux revenir là-dessus dans la discussion. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe la parole à Gilad Atzmon.